Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette conférence sur la construction d'une BD historique. On a profité de l'occasion du salon BD pour faire venir Philippe, Stéphane et Wallace qui sont sur un projet. Et ce projet, c'est L'ombre du passé. Alors, c'est pas tout à fait par hasard que ce projet, d'antan, pardon, du passé, j'ai... Bon, de toute façon, vous allez en vendre des milliers d'exemplaires, alors les gens vont pas retenir le titre, vont retenir à quel point c'est merveilleux. C'est tout ce qui compte. L'idée, donc, c'est que cette BD, derrière, il y a aussi la Société des Amis du Musée. L'idée ici, c'est de parler de la bataille de la Marne, notamment. Là, on s'interrogeait un peu sur savoir quelle est la démarche pour s'attaquer à ce qui est quand même un peu un monument des événements historiques français. C'est très symbolique, la bataille de la Marne, et toute la démarche qu'il y a derrière. Messieurs, je vais vous laisser vous exprimer sur le sujet. Qui est le premier condamné, le premier volontaire, excusez-moi. Moi, je vais laisser la parole à l'éditeur, parce que c'est lui qui est à l'origine de tout. Bonjour. Donc oui, effectivement, moi je suis Philippe Zitka d'Imoushouk Édition, et donc on est la maison d'édition qui travaille en collaboration avec la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre sur cet ouvrage, L'ombre d'antan, récit de la bataille de l'Ourcq. Donc comment on fait une bande dessinée historique? Alors, bon, globalement, il y a plusieurs moyens. La bande dessinée historique, c'est quand même assez vaste, et il y a plusieurs moyens de la faire, mais on est parti ici sur une approche qui était quasi documentaire, et donc ça impliquait un travail de recherche, de documentation très très pointu, très très précis, et on s'est rendu compte très rapidement qu'on ne pourrait pas faire sans un appui de la SAM2G et de tout son réseau interne ou externe d'experts, que ce soit en histoire, en ufologie, en géographie locale. On savait que tout ça allait vraiment rentrer en ligne de compte dans la création et dans la narration, dans la façon de raconter les 6 puis 7, puisqu'en cours de route on a rajouté un récit, dans les 6 récits qui vont composer cet ouvrage. Alors justement, dans les récits, la difficulté aussi, c'est... il y a la recherche documentaire, ça c'est le plaisir. La difficulté, c'est le choix de ce qu'on va raconter, le choix des récits. Parce qu'il y a tellement de choses à raconter, enfin, des histoires humaines, des histoires de lieux, etc. Et donc, alors moi je suis arrivé sur le projet, c'est Philippe qui m'a proposé d'écrire 3 histoires, donc c'était avec plaisir que j'ai accepté. Et la première rencontre donc, au musée, donc avec Jean-Christophe, qui nous a montré un petit peu ce qu'on pouvait raconter. Moi, ça m'a complètement scotché. C'était un ravissement total puis je voyais plein de trucs, je voyais les images qui arrivaient, les choses. Mais après, c'est se dire, mais lequel on va choisir, quoi. Parce qu'il y a tellement de trucs intéressants. C'est quel choix on peut faire. Et puis, est-ce que tout ce qu'on va pouvoir raconter va être aussi intéressant? Est-ce que ça va apporter donc, au lecteur? Est-ce que ça va apporter aussi de la curiosité, etc. Donc voilà, il y a cette première étape de faire le choix, parce que là c'était 6 puis 7 récits, sur quels événements au cœur de la bataille de l'Ourcq qu'on allait pouvoir raconter. Oui, sachant qu'on avait aussi un autre point qu'il fallait mettre en place, qui est que, donc effectivement, c'est un ouvrage qui est prévu pour commémorer les 110 ans de la bataille de l'Ourcq, mais également il y avait une volonté derrière de la part de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre de raccrocher tout un patrimoine historique au cœur de son territoire. Et donc les histoires, elles ont aussi en partie été sélectionnées par rapport à ce qu'on pouvait en faire et à la manière dont on les raccrochait sur le territoire. Donc, par exemple, le cimetière de Chambry, qui est très connu parce qu'il y a encore les meurtrières qui ont été creusées dans les murs par les zouaves.
On a la côte 107, on a la stèle du capitaine Hugo d'Herville, voilà, qui avait souhaité être enterré là où il est tombé. Donc voilà, on m'a raconté. Voilà. Donc ça fait partie aussi du choix des histoires qu'on a pu faire. Donc moi je suis Stéphane, dessinateur d'une des histoires, et j'ai un regard beaucoup plus restreint sur cette aventure parce que je me suis occupé que d'une histoire. En fait, j'ai pas le surplomb qu'ils ont sur l'ensemble de l'album. Donc bah ouais, ils m'ont demandé de dessiner parce qu'ils ne savaient pas le faire. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire parce que voilà. Bon, en plus, je suis arrivé un peu comme un ancien combattant là-dessus parce que moi j'avais fait Verdun avant. Donc évidemment, quand tu sors de Verdun, la Marne c'est un peu de la gnognotte. Donc voilà, ça a été un prolongement d'une année de travail que j'avais déjà fait sur la bataille de Verdun, sur un autre champ de bataille, dans un univers complètement différent, mais c'est vrai que c'était assez dépaysant quand même, parce que en fait la Marne, contrairement à Verdun et à la plupart des batailles de la Grande Guerre, une des spécificités, c'est qu'en fait, sur le terrain, aujourd'hui, il ne reste plus grand-chose, et même à l'époque, le terrain n'a pas été si bouleversé que ça. Il y a eu quelques villages bombardés, quelques créneaux faits ici ou là dans les mais il reste finalement assez peu de choses, alors que c'est vrai que la plupart des batailles de la Grande Guerre sont des batailles d'anéantissement total. Donc voilà, c'était une autre approche, pour moi graphiquement en tout cas, une autre façon de montrer la Grande Guerre. Des champs de blé, des champs de blé d'ailleurs, pas de maïs, c'était du blé à l'époque, a priori. Et voilà, donc c'est un premier temps ce que je peux dire. Après, s'il y a des questions plus précises sur mon travail de dessinateur, j'y répondrai avec plaisir. Non, et puis surtout, je reviens sur la partie graphique, il y avait une chose très, très importante, c'est qu'on est en 74, on est au début de cette grande guerre, et les uniformes ne sont pas du tout ceux qu'on imagine, à savoir la tenue bleu horizon. On est encore sur la tenue capote bleu marine, pantalon rouge Garance, enfin bon voilà. Et on a bien travaillé là-dessus en fait, au niveau recherche documentaire, ça nous a donné quelques suets. Les pattes de colle, les grappes, tout ça, enfin bon, c'est vraiment des choses, voilà, c'était quelque chose d'intéressant aussi, je pense, graphiquement. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, au début de la guerre, oui, c'est encore des armées napoléoniennes presque en fait au niveau du look. Et puis c'est vrai qu'il y avait, en tout cas pour mon histoire, parce qu'encore une fois, je ne sais pas trop quelles ont été les autres histoires qui ont été dessinées dans l'album, mais moi je travaillais donc sur la brigade marocaine. Et là, c'est des uniformes très particuliers, avec des codes. Moi qui pourtant connais un petit peu l'histoire de la Grande Guerre, parce que j'ai une passion pour cette période voilà, depuis très longtemps, j'avoue que là, effectivement, sans la documentation du musée que Jean-Christophe notamment nous a passé, ça aurait été compliqué, parce qu'il y a vraiment des spécificités aux armées d'Afrique et aux armées coloniales que moi je ne maîtrisais pas du tout. Donc, après, sur les uniformes, c'est vrai que en fait, moi, souvent, dans ma partie, en tout cas, ce qui est rigolo, c'est que j'ai dessiné que des moitiés d'hommes. Parce que comme ils faisaient que des combats dans les champs, et que les champs n'avaient pas été moissonnés, finalement, voilà, on voyait que des troncs, en fait, qui dépassaient des ça qui était rigolo. Ça m'a évité de dessiner des pattes de cheval, enfin, toutes ces choses-là qui sont assez pénibles à dessiner. Donc, voilà, c'était pratique. En fait, ils ne vous l'ont pas dit, mais ils l'ont engagé parce qu'ils savaient très bien faire le haut des bonhommes, mais voilà. pas le nul en jambes. C'est pas dessiner les pieds. Comme Jéricho. Loisel. Alors, c'est une bataille, la bataille de la Marne, qui finalement est courte. C'est vrai que quand on compare à des monuments comme Verdun ou la Somme, ça dure des mois et des mois, c'est très court. Par contre, c'est extrêmement violent, très très violent en une semaine de temps. Je pense que du coup, c'est un format qui se prête pas mal aux anecdotes qui correspondent bien à ce que vous vouliez dans la BD, parce que je suppose que vous ne cherchez pas l'histoire du grand général, mais plutôt l'histoire du petit bonhomme dans son régiment, si je puis dire. En fait, c'est exactement la réflexion que je me suis faite quand j'ai rencontré Jean-Christophe Bonneau la première fois, où il m'a dit voilà, je voudrais faire une bande dessinée sur la bataille de l'Ourcq. Bon, alors c'est quoi la bataille de l'Ourcq? Expliquez-moi, parce que moi j'ai plutôt travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, le débarquement de Normandie. Donc j'ai quelques notions, mais ça reste assez vague. Et donc il nous raconte la bataille de l'Ourcq
Voilà, pendant une demi-heure, il m'explique ça, et je me dis, mais ça va être compliqué de faire rentrer tout ça, en 46 planches, quoi. Il faut qu'on trouve un moyen de raconter, de mettre des zouaves, de mettre des infirmiers, de mettre des avions, de mettre des Marocains, de mettre de l'infanterie, de mettre tout ça. Et il se trouve que, en tant qu'éditeur, j'avais publié il y a 6 ans un premier ouvrage qui s'appelait L'ombre d'antan, récit de la Grande Guerre. Et j'ai proposé à Jean-Christophe de reprendre justement le principe de cet ouvrage, à savoir un ouvrage collectif avec plusieurs histoires courtes et qui permettait de se focaliser. Donc de se focaliser géographiquement sur un patrimoine, comme je le disais tout à l'heure, mais également d'aller chercher une anecdote humaine sur une charge particulière, sur un point de vue, un angle un peu spécifique. Donc c'est un peu comme ça que c'est organisé la création et la décision de faire de cet album des petits flashs, des tranches de vie. Et ça permettait aussi de pouvoir travailler à deux au niveau du scénario et de se partager le travail. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que ça permettait également une production d'album beaucoup plus rapide, parce que c'est moins long pour un dessinateur de produire un récit de 8 pages, c'est-à-dire qu'il peut l'intégrer dans son agenda, que de faire un album de 48 pages. Stéphane, par exemple, je savais à l'époque qu'il travaillait sur son Verdun. D'ailleurs, je n'avais pas osé lui proposer de bosser dessus, parce que je savais que c'était, malgré la passion qu'il a pour cette période, je sais qu'il avait longtemps hésité à travailler dessus en BD. Et donc, vu qu'il sortait de son Verdun, je n'avais pas envie de lui reproposer. Et en fait, c'est Wallace qui connaît bien, qui a dit, mais on va demander à Stéphane. Et puis Stéphane a accepté, mais vraiment un grand plaisir de faire ces 8 pages. Mais je pense que si ça avait été un 46 planches, je ne suis pas certain qu'il aurait pu le rentrer comme ça dans son planning, comme d'autres auteurs. Donc il y avait aussi ce côté pratique de pouvoir produire rapidement. Donc finalement, c'est une combinaison de plusieurs points. C'est vrai que le format de l'histoire courte, c'est à la fois... c'est intéressant parce que c'est assez dense pour raconter en 8 pages, 10 pages. Des fois, il y a un peu de frustration parce qu'on a envie de développer, mais il faut un petit peu condenser sur le récit, sur les textes. On ne peut pas s'étaler. Donc il y a des fois un peu cette frustration. Mais c'est vrai que ce n'est pas la même approche que 48 pages ou plus. On va raconter une histoire sur sa longueur, on va pouvoir développer des fois plus de personnages, etc. Là, ce qui est intéressant, comme dit Philippe, c'est sur le côté flash aussi, c'est de pouvoir raconter différents événements dans l'ensemble de l'événement sur à peu près une dizaine de jours, quoi. Et de voir différents aspects aussi, aussi bien au niveau des civils qu'au niveau militaires, etc. Et ce format-là permet de toucher plusieurs aspects de cette bataille. Et après, se dire, tiens, je vais peut-être aller voir un peu plus, je vais creuser, je vais m'intéresser, je vais aller lire d'autres choses, etc. Et là, moi, je trouve que c'est une bonne amorce pour après aller, ne serait-ce que venir au musée, devenir prêt d'aller lire des choses, d'aller creuser. Et ce format-là, c'est vraiment très intéressant. Après, dans la façon d'écrire, c'est vrai qu'il faut un peu se discipliner, dire, il faut que je fasse tenir quand même un récit intéressant en 8-10 pages et qu'il faut bien structurer. Et là, c'était chouette parce que vous travaillez avec Philippe, c'était bonheur, avec Jean-Christophe. Lui, moyen, mais Fred, c'est notre histoire. Il voulait faire des tranchées tout le temps. Il revenait de Verdun, donc il voulait faire des tranchées tout le temps. On était obligé de le calmer un petit peu. On l'a mis dans du blé, donc ça allait mieux. Mais, et puis de travailler aussi, moi en tant que scénariste, là, de travailler avec des dessinateurs, c'est différent, avec des styles différents, des façons de raconter aussi visuellement les choses différemment, c'est assez enrichissant. Donc moi j'ai eu la chance, avec 3 dessinateurs différents, et moi j'ai aussi beaucoup appris sur ma façon de travailler aussi.
Non, moi j'ai rien d'autre à rajouter. Simplement qu'effectivement c'est vraiment un travail collectif et que oui, on est très nombreux à avoir travaillé sur cet album. Je ne connais pas tous les auteurs et dessinateurs qui ont travaillé dessus, mais c'est vrai qu'on est, mine de rien, je ne sais pas, 10, 12, je sais pas. Parce qu'il y a aussi les coloristes, on ne parle pas souvent, qui, mine de rien, sont quand même très importants quoi, dans cette histoire-là. Et oui, ça fait quand même beaucoup de monde quoi, qui travaille sur un album comme ça. Et voilà, c'est un vrai travail collectif plutôt sympa à faire. Et donc sur chaque récit, c'est un dessinateur? Oui, c'est ça. Alors avant de répondre, je vais revenir juste sur une petite chose, sur le fait qu'effectivement, l'idée, c'est de pouvoir faire en sorte qu'à la fin de la lecture de chaque récit, le lecteur ait envie d'aller plus loin. Et donc, on parlait de frustration, mais en fait, si une fois que vous aurez refermé cet ouvrage, si vous éprouvez de la frustration, c'est qu'on aura bien fait notre boulot, en fait. Voilà. Donc oui, 7 dessinateurs, donc on est deux scénaristes, 7 dessinateurs différents, c'est-à-dire qu'il y en a un par histoire. L'idée c'est de varier des styles graphiques, même si on a fait le choix de rester sur des dessinateurs qui ont un style globalement assez réaliste. On n'est pas parti sur des gens qui peuvent avoir des styles graphiques un peu particuliers. Donc on est resté 7 dessinateurs francophones. Certains avec une longue carrière derrière eux, d'autres avec une carrière plus récente. Mais oui, un chat. Mais comme je le disais, ça permet aussi de produire plus rapidement l'album. Et tu as eu beaucoup de coloristes ou pas? On a un coloriste par histoire. Ouais, à chaque fois. Ouais, non, sauf Laurent Libossard qui fait sa propre couleur. Mais donc on a 6, 12, 13, on doit être une quinzaine à travailler dessus, quoi. Et du coup, l'avantage aussi de 7 auteurs différents, 7 dessinateurs différents, c'est effectivement la différence un peu de style quand même, fait que ça ressent la différence de point de vue sur l'événement, sur les différents protagonistes en fait, du récit, enfin, de l'événement en tout cas. Ça, c'est intéressant aussi cet effet-là, il est aussi intéressant en fait. Ouais, alors en fait c'est vrai que d'avoir des dessinateurs différents, ça permet d'avoir un style graphique qui change à chaque histoire et ça permet de ne pas avoir l'impression d'avoir le même ouvrage. Il y a beaucoup de collectifs aujourd'hui qui sont faits avec des artistes qui ont un peu le même style et quand on ouvre une page ou une autre, on n'arrive pas à voir si finalement c'est un autre. Là, il y avait vraiment cette envie de changer les choses. Et puis, par exemple, pour l'histoire des otages de Varennes, moi, il y avait un dessinateur que je voyais tout de suite là-dedans, qui était Vinoc, parce que je connais sa sensibilité, je connaissais sa manière de fonctionner, de dessiner, et je savais que son style graphique serait vraiment le style idéal qu'il fallait pour cette BD, en fait, pour cette histoire. Donc oui, voilà, c'est une combinaison de tout ça. Puis il y a des belles rencontres entre des dessinateurs et leurs histoires. Je pense notamment à l'histoire des Zouaves, des Trépillis. J'en vois qui est dessiné par Jean-Marc Stamner, donc un vieux routier de la bande dessinée franco-belge qui a commencé dans les années 80. Et donc je lui envoie cette histoire des Zouaves à Trépillis. Et Jean-Marc m'appelle et il me dit mais je t'avais raconté que mes grands-oncles en fait étaient Zouaves. En fait les frères de sa grand-mère étaient dans un régiment de Zouaves. Et en fait on s'est rendu compte qu'ils étaient dans le 2e régiment de Zouaves, donc le régiment de Zouaves qui se bat à Trépillis. Alors eux étaient dans une unité de réserve, le régiment 2B ou un truc comme ça. Et donc ils n'ont pas combattu à Trépillis, mais il y avait vraiment quelque chose, il y avait quelque chose de très très proche. Et notamment quand il m'a dit ça, donc j'avais le nom, et donc un des personnages a été renommé selon le nom des deux oncles de Jean-Marc qui sont morts en 1915 d'ailleurs, qui sont morts un peu plus tard. Mais voilà, donc on a des rencontres graphiques, notamment comme Vinoc et l'histoire des otages de Varennes. Et puis on a aussi des rencontres un peu qui se font. Voilà, peut-être le destin. Voilà, il y a des choses qui se font, mais des belles histoires en tout cas. Alors, comme on disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a une bataille qui se prête au récit plus anecdotique.
c'est aussi effectivement que ça s'ancre beaucoup dans le territoire directement. Hein. Jean-Christophe pourrait en parler mieux que nous, sur le fait qu'il y a des gens qui ont combattu, c'était chez eux. Il y a des gens qui sont morts quasiment dans leur champ. Quoi, hein. Et donc c'est vrai qu'il y a cet impact-là qui fait forcément une BD qui parle de la vie plus intime des gens, en fait, qui parle de gens qui sont liés à ce qui se passe intimement, ça a forcément un impact qui est quand même très très fort, qui est peut-être moins impersonnel, si on peut dire, par rapport à d'autres grandes batailles. Oui, bah c'est ce qu'on a essayé de faire, notamment avec une histoire qui s'appelle La mort du lieutenant, qui raconte une histoire autour du 276e régiment d'infanterie, avec, j'ai envie de dire, une star locale, Alphonse Tellier, voilà, qui était en train de labourer ses champs fin juillet, début août, et qui vient se faire blesser, dessus un mois après. Donc voilà, ça c'est des choses qu'on voulait aussi mettre dans la BD. Et puis le rôle des civils aussi, et notamment de ces femmes, ces Meldoises qui sont portées volontaires pour être infirmières. Et d'ailleurs c'est le seul personnage fictif qu'on a créé pour la bande dessinée, mais voilà, qui est inspiré d'autres personnages. Mais ouais, c'était important de raccrocher cette histoire et puis ces personnages, voilà, à leur territoire. Il y a notamment les otages de Varennes, mais Stéphane va en parler, il l'a fait. Oui, donc je rejoins effectivement, moi quand j'ai fait l'histoire des otages de Varennes, alors je parlais de frustration tout à l'heure, mais c'est vrai que cette histoire-là, quand Jean-Christophe m'a présenté, j'ai tout de suite adhéré à cette histoire parce que justement je trouve que c'est important de parler des civils aussi, qui sont souvent des victimes collatérales. Et là, sur l'histoire des otages, moi ça m'a pris aux tripes, ça m'a vraiment ému. Et là, je parlais de frustration parce que j'aurais pu faire 16 pages dessus. Donc la frustration vient que j'aurais voulu raconter un peu plus sur ces personnes-là, voilà, qu'on a pris, qu'on allait chercher dans leur ferme, dans leur maison, etc. Et puis qu'on a embarqué sur nos marches, etc. Donc c'est vrai, là, j'aurais bien voulu faire la longue marche. En fait, bon, voilà, c'est le format qui veut ça. Et là, c'est aussi, nous, ça nous oblige aussi à pas raconter n'importe quoi, pas faire n'importe quoi, parce que là, on parle de personnes réelles, voilà, qui ont une vie, qui ont vraiment existé, et donc voilà, alors on peut faire des récits, on romance la vie des gens, mais là, non, on fait pas du roman. Là, ce qui est intéressant aussi dans ce projet, on raconte la vie des personnes réellement, et ce qui est d'autant plus touchant. Enfin, moi, sur cette histoire, voilà, les personnes, voilà, on vit, quand on l'écrit, on vit un petit peu avec eux, quoi, ce qu'ils ont pu endurer, cette histoire des otages, de l'abbé aussi, qui se fait... Ah non, je raconte pas la fin de l'histoire, mais c'est ça, d'être dans une certaine réalité, même si on l'a pas vécu, mais de la raconter, ça nous ramène ça, puis après de relativiser aussi certaines choses, dire ah ouais, mais quand même. Et voilà, moi j'étais très content de travailler sur les otages de Varennes, même si c'est pas super gai quand même, mais de raconter cette partie-là de l'histoire que souvent, je trouve qu'on oublie, on n'en parle pas assez, on parle des batailles, de la guerre, des militaires qui se battent, mais derrière, voilà, un peu les coulisses, l'arrière aussi, etc. Et voilà, moi je trouve bien de mettre cette histoire, et j'étais très content de découvrir, parler tout à l'heure de Vinocq. Moi, quand j'ai découvert la première page, je suis resté scotché. Je ne m'attendais pas à ça, et c'était vraiment une très 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 belle découverte et une très belle rencontre aussi. Et là, sur toute cette histoire-là, je trouve qu'il a effectivement trouvé vraiment la manière de la raconter, avec la dureté quand même de cette histoire, mais de la façon de la raconter. Et vous verrez quand ça sortira. Et ouais, c'était vraiment touchant, c'est ce qu'il fallait. Je suis d'accord. Tu peux parler de
capitaine Hugo Derville. Derville. Non. Non, sur Hugo Derville, non. J'étais content de faire cette BD, enfin cette petite histoire sur Hugo Derville, parce qu'effectivement, c'était un lieu que moi j'avais visité il y a, je sais pas, 10, 15 ans ou 20 ans, quoi. Et je pensais pas, à l'époque, je crois que je faisais même pas de BD encore. Je pensais pas qu'effectivement, 15 ans après, je viendrais sur ce même lieu pour raconter l'histoire de cet officier, enfin, une partie de l'histoire de cet officier, quoi. Donc voilà, ce monument, c'est vrai que j'avais une photo de ce monument que j'avais prise il y a 15 ans, et voilà, je leur dessine dans cette petite histoire. Aujourd'hui, ça m'a fait plaisir, quoi. On est heureux aussi. Non, on revenait, je voulais dire que donc, effectivement, on a travaillé, mais tout le processus, en fait, a été soumis à la validation. Comme je disais, il a fallu réunir, voilà, sous l'égide de Jean-Christophe et de la Société des Amis du Musée de la Grande Guerre, un groupe d'experts, et donc qui ont passé au crible, en fait, tout ce qu'on leur soumettait, pour qu'on soit le plus véridique et le plus proche possible de la réalité dans cet album. Et est-ce qu'il y a des choses dans ce que vous avez dû beaucoup étudier, sur lesquelles travailler, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surpris, des choses que vous ne connaissiez pas du tout, des choses qui vous paraissent improbables dans les histoires que vous avez pu découvrir sur les personnages? Ah, moi j'ai tout appris. Hein. Donc, moi j'avais fait il y a longtemps une BD sur la bataille de la Somme, donc un peu plus intéressé à cette partie-là de la Première Guerre mondiale. Donc, bataille de la Marne, voilà, je connaissais comme ça. Mais moi, ce que je disais, la première rencontre quand je suis venu et les dossiers qu'avait préparé Jean-Christophe avec le diaporama, etc., ah ben moi je suis resté scotché. Et là, j'ai dit, mais trop de bonheur, parce que voilà, moi j'étais curieux et ça m'a donné envie, voilà, de m'intéresser encore plus. Et là, oui, moi j'ai tout appris. Hein. Je connaissais, enfin, je me suis dit, je suis vraiment un ignare sur cette partie de la Première Guerre mondiale. Et moi, c'est du pur bonheur, parce que moi, ce que j'aime bien dans ce que je fais, c'est tout ce qui est la recherche documentaire, c'est de fouiller, de trouver des petites histoires. Et là, j'avais tout ce que j'aime, en fait. Et là, j'ai appris énormément de choses, hein, sur les régiments, sur la brigade marocaine. Et donc c'est un sujet qui maintenant m'intéresse énormément. Donc j'ai envie un petit peu de creuser ça. Et non, moi c'était une véritable découverte. Et donc la chance aussi avec le musée et la Société des Amis du Musée de cette mine de documentation, d'échanges, les échanges. Voilà, encore le souvenir, Jean-Christophe, je peux avoir une photo de... Hop, j'avais qui arrivait, j'ai un fichier qui arrivait, peut-être 2 heures après, et ok, je fais mon album photo, et là j'ai encore, donc mon éditeur, il est plein de chacun, notamment sur les otages, sur tout le village, sur l'environnement, mais comme nous on est des passionnés aussi, c'est du pur bonheur de découvrir. Voilà, moi je ne connaissais pas là, au niveau de la géographie aussi autour de Meaux. Donc on a fait une journée où Jean-Christophe nous a emmenés. Moi aussi j'ai découvert tout ça, et puis d'entendre raconter des histoires aussi. Enfin voilà, moi sur ce projet-là, à ce niveau-là, j'ai énormément appris, et puis ça m'a donné envie de continuer à enrichir mes connaissances à ce niveau-là. Moi j'étais ravi aussi, hein, parce que oui, non, mais j'étais content aussi, parce que c'est une vraie passion que j'ai pour la guerre des 14 depuis encore plus longtemps, 25 ans, 30 ans. 25 ans, j'ai commencé à m'intéresser à cette guerre, et voilà, j'en ai 55 aujourd'hui, je suis toujours du matin au soir dedans, par le biais de livres, et puis de visites de champs de bataille aussi. Donc c'est vrai que, même si j'ai mis longtemps à le faire, à accepter l'idée de pouvoir le faire, de dessiner sur cette grande guerre, où ça a été finalement un moment vraiment assez intense, en fait, assez plaisant. Et de
d'avoir pu, grâce à tout ce projet, prolonger ce que j'avais fait effectivement sur Verdun déjà avant, sur cet album, ça m'a fait plaisir. J'étais comme un poisson dans l'eau, quoi. C'est bien dire, dans la marne. Poisson dans les Poisson dans les plaies. Oui, moi je dirais pas beaucoup plus de choses que Stéphane, parce que je suis comme lui. Moi j'ai beaucoup travaillé sur la Seconde Guerre mondiale, le débarquement Normandie, donc la Grande Guerre, j'avais abordé rapidement dans le premier ouvrage, Ombre d'antan, avec une histoire sur la guerre sous-marine et un autre sur la bataille de Fromelles. Mais oui, il y avait tout à découvrir, donc ça a été beaucoup de travail de recherche, et comme le disait Stéphane, comme la documentation, c'est une partie du travail qui nous plaît énormément dans cette activité. Ça a été que du bonheur en fait, parce qu'on a découvert des trucs tous les jours, on découvrait de nouvelles choses, et on se disait mais comment on va faire avec ça, et comment on peut remplir ça, et où on peut le mettre, et qu'est-ce qu'on peut en faire, enfin voilà. Oui, c'était ça aussi, en fait, de pouvoir mettre plein de choses, parce que Jean-Christophe, ah bah oui, il y a ça aussi, puis ah ouais, mais là j'ai plus de place en fait. Et on aurait pu faire, parce que tout à l'heure, je me répète un peu, mais sur une histoire de 8 pages, on aurait pu faire facilement 16-20 pages, parce qu'il y a plein de choses riches aussi à pouvoir. Mais bon, à un moment donné, voilà, on a un format qu'il faut respecter. Mais oui, tous les jours, c'est ah oui, il y a ça, ah oui, ça c'est intéressant, ah oui, on pourrait. Et alors c'est motivant, parce qu'on se dit ouais, c'est riche, etc. Et puis à un moment donné, faut trancher, faut se dire bon, ça serait chouette de le mettre, mais voilà, dans mon histoire, tant pis, je fais un peu le sacrifice. On verra si un jour il y a un deuxième, on pourra s'en servir. En tout cas, ça sera avec grand plaisir. Mais c'est ça qui était passionnant, c'est toujours s'enrichir comme ça de nouveaux éléments. Puis je pense que même vous en découvrez au fur et à mesure aussi. Donc il y a encore des choses qui peuvent encore arriver. Et on verra bien s'il y a une suite un jour. Mais ouais, c'était comme chouette. Toute cette partie de documentation et dire ah oui, c'est quand même passé ça. Ah ouais, c'est costaud, etc. Donc non, moi j'adore. Hein. Moi j'adore ce que je fais. Rien que pour ça, j'adore ce que je fais. Oui, alors je confirme effectivement que ça s'enrichit au fur et à mesure, sur cette bataille, puisqu'à chaque fois que Jean-Christophe nous présente son PowerPoint, à chaque fois il y a des nouveaux trucs, il y a des effets spéciaux, des bruits, des explosions, tout ça. Bientôt il faudra un budget pharaonique pour pouvoir nous présenter, il va nous faire payer à chaque fois qu'il sort. C'est terrible. Et donc tu as compris, Jean-Christophe, ils attendent la suite, ils veulent faire un autre tome. Mais on va commencer à en parler. Il faut que le premier se vende bien. Oui, voilà. C'est pour ça que vous êtes là, messieurs, dames. Voilà, achetez. Voilà, alors, pour rappeler, c'est un ouvrage qui a reçu un financement participatif. Hein. C'est pour ça qu'il y a eu cette histoire aussi, d'ailleurs. C'est parce que la souscription a très bien marché, et ce qui fait que ça nous a permis de faire une 7e histoire. Il faut penser aussi qu'il y a une partie documentaire aussi qui vont. Et là, on vient de passer la partie documentaire à 30 pages. Donc c'est. La partie documentaire. Bonjour à ceux que j'avais pas vu encore. Donc l'idée c'est que oui, ça a bien fonctionné, on partait sur 6 histoires plus 22 pages de documentaire. Je suis un ancien instituteur et en tant que président des Amis du Musée, cette notion de faire passer des choses, de faire comprendre des choses, c'est pour ça que quand Philippe a proposé qu'il y ait une histoire en bande dessinée mais aussi une partie documentaire, je trouvais ça vraiment passionnant. Donc alors c'est pareil, dans la partie documentaire, on est tombé sur des trucs. Philippe qui me dit, ça serait pas mal que dans la partie documentaire, vous n'avez pas un dessinateur combattant, un illustrateur combattant? Si, il y a Maurice Geron qui faisait partie du 246e. On s'est mis en rapport avec un général, parce qu'on est aussi en partenariat avec la Société des Amis du Musée de l'Armée sur cet album. Donc ils font partie aussi des experts qui valident certaines choses. Et il y a un général du Musée de l'Armée qui, en gros, connaît très très bien le musée Maurice Geron à Brie-sur-Marne. Donc en fait, on se retrouve là avec un dessinateur qui a participé au combat, qui a dessiné par-ci, qui a dessiné l'histoire là. Et en fait, on va avoir dans le dossier documentaire, on va parler de ce Maurice Geron, par exemple, là. Voilà, il y a tout un tas de choses.
Donc ça sort au mois de septembre. Il y a la souscription possible encore à 18 €. Elle sortira au prix de 22 € au mois de septembre. Pendant le week-end de reconstitution, on va faire revenir l'équipe. Et non, ça va être un grand moment. Moi, je vous assure, je suis un émotif à chaque fois que je vois une page, une petite larme qui coule. C'est de voir ce qui est fantastique avec eux, c'est qu'ils mettent en vie. Moi, je n'avais qu'une connaissance livresque, documentaire, à travers des photos, à travers des témoignages. Et d'un seul coup, grâce à eux, en fait, il y a cette notion de rendre animé, de rendre vivant, et de voir en effet... alors, on a eu plein de problèmes, parce que là, ils nous disent c'est super. Moi, j'ai des trucs, c'est la brigade marocaine. On sait comment Youssef est habillé, voilà, on sait. Sauf que les officiers de la brigade marocaine, c'est une catastrophe. Voilà, on a appris énormément, et c'est un super projet. Moi, tous les jours, en fait, j'ai pratiquement Philippe au téléphone, ou hélas, quand c'est télé. C'est magnifique, on voit arriver, on attend qu'une chose, c'est que la BD sorte au mois de septembre. Je ne sais pas si vous avez des questions, en tout cas, Monsieur Agosto, vous êtes vraiment attendu là-haut, apparemment il y a une queue, il y a une émeute qui va se produire. Donc je vais peut-être vous libérer. Moi, je vais aller travailler. Merci. Moi, juste pour finir, moi je voudrais vraiment remercier Jean-Christophe, parce que tu as eu les larmes, mais voilà, moi j'ai eu beaucoup d'émotions aussi. Chaque fois que je suis venu, j'étais jamais venu au musée avant le mois de mai l'année dernière, donc c'est la 4e fois que je viens, donc ça y est, je vais prendre la carte. Mais moi je suis heureux de venir à chaque fois, et vraiment merci pour les échanges, parce que tu parlais d'animation, mais c'est toi aussi qui nous a aussi emmené dans ce projet. Voilà, Philippe, je vais remercier de m'avoir contacté pour participer. Maintenant, j'en suis. Et j'ai vraiment hâte d'être au mois de septembre. Alors, il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Excuse-moi, j'ai le regard un peu cassé. Moi, je fais des visites en fait du circuit, et est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer quelque chose, un format peut-être plus réduit qu'on pourrait, pourquoi pas, proposer en plus des circuits, ça pourrait vous faire davantage de ventes, et qu'ils puissent garder un souvenir avec une bande dessinée qui est adaptée aux enfants. Mais quelque chose de plus réduit, est-ce que ça serait possible? Il faut qu'on parle financement pour. C'est la nerve. C'est-à-dire que moi j'ai découvert combien une bande dessinée coûtait. C'est en tant que financeur. Moi je sais pas. Moi je découvrais le métier, je découvrais l'univers de la bande dessinée. Donc on n'avait pas une vocation à une diffusion internationale, pas forcément nationale. Donc là, il a fallu qu'on se débrouille, moi, pour récupérer 30 000 €. Donc n'importe quelle production et tout salaire mérite travail. Donc ça, oui, faire un livret pour accompagner la visite des champs de bataille sous forme de bande dessinée, ça serait tout à fait possible. Il y a plein de planches qui pourraient être utilisées. Nous, ce qu'on va proposer, c'est aux souscripteurs, c'est vous achetez avant la bande dessinée, en fait, on vous emmène sur les champs de bataille où on va parler dans la bande dessinée. Voilà, c'est de faire visiter les champs de bataille sous l'angle de la bande dessinée. Il y a d'autres questions? Oui. Une petite rapide. J'ai compris, donc il y a 2 scénaristes, 7 dessinateurs, 6 coloristes, les amis du musée, un cahier des charges riche, pointu, en amont, mais pendant, ça doit être une symphonie à gérer. Alors, le chef d'orchestre, il est là. Non, enfin, les deux, parce qu'ils sont deux. Pas simplement le cahier des charges, mais l'envie, etc. Donc, comment ça se passe, les interactions? Ça doit être dans tous les sens. Alors, d'un côté, c'est un cauchemar. Mais non, comme disait Stéphane il y a 2 minutes, on a vraiment été emporté par l'énergie de Jean-Christophe. Parce que bon, en tant qu'éditeur, on est régulièrement sollicité par des associations à droite à gauche qui nous disent on aimerait faire une bande dessinée. Et puis quand on leur explique comment ça se fait une bande dessinée et surtout le coût que ça représente, rapidement on n'a plus de nouvelles, quoi. Les gens s'évaporent comme ça.
Et là, Jean-Christophe, il nous a fait OK, on y va. Je vais aller chercher des sous. Il a pris son bâton de pèlerin, sa petite coquille Saint-Jacques au-dessus, et puis il est parti sur les chemins, pas de Saint-Jacques de Compostelle, mais du Pays Meldois. Et puis il a été frappé aux portes. Donc ça c'est le rêve pour un éditeur. Après effectivement, il faut gérer les scénaristes, il faut gérer les auteurs. Alors la cohérence de l'histoire, pas vraiment, puisque les histoires ne se suivent pas en fait. Les 7 récits ne se suivent pas, puisque comme on a dit, ces 7 récits sont autant de flashs sur ce qui s'est passé sur cette bataille de l'Ourcq. La cohérence, elle se fait sur un peu la manière dont on va les présenter, c'est la charte graphique qu'on va utiliser. Voilà, sur l'album. Et après, effectivement, il faut gérer les auteurs, il faut les égos, on a certains égos, il y a de la validation, et puis on a des auteurs qui sont super autonomes, et puis qui vont absorber la charge de travail, et puis d'autres qui, comme le disait aussi Stéphane tout à l'heure, on demandait à Jean-Christophe, tu n'aurais pas une photo de ça, et on recevait un dossier avec 30 visuels, et on a des dessinateurs qui ont pu se retrouver un peu noyés, un peu étouffés, et donc du coup qui étaient un peu stressés, donc il a fallu gérer aussi, gérer tout ça, mais globalement c'était chouette. De temps en temps, vous avez des réunions entre vous, intermédiaires, pour... En fait, mon épouse me dit récemment, tu parles plus à Philippe qu'à moi, mais non, c'est vrai qu'il y a des points, en fait, c'est tous les 2 jours pratiquement, depuis plus d'1 an. En tout cas, on en a besoin dans le sens où, moi j'engage, en tant que président des Amis du Musée, j'engage la responsabilité du Musée de la Grande Guerre et sa légitimité sur une bande dessinée. Ça veut dire qu'en termes de validation, du découpage ou du script, oui, on s'appuie sur ce qu'on sait, etc. Sauf que pour aller un petit peu plus loin, oui, on va valider, et on est plusieurs à valider. C'est-à-dire qu'en gros, au niveau uniformologie, c'est un truc de... Moi j'ai découvert, on se dit oui, bleu, gris, peut faire bleuté, rouge garance. Non, au niveau des pattes de colle, c'est pas ça, etc. Et là, c'est là tout le travail de Philippe qui est incroyable, parce qu'en fait, Philippe, très souvent c'est au niveau... moi j'ai découvert les étapes d'une bande dessinée. Ils font le storyboard, ça ok, puis il y a le crayonné, où la plupart des dessinateurs vont donner crayonné. Là on peut commencer déjà à bien voir certains détails. Sauf qu'après le crayonné, normalement c'est l'ancrage. Et ça veut dire qu'une fois que c'est ancré, pour changer un détail, et là des trucs tout bêtes entre ceux qui vont avoir des galons comme ça, ceux qui vont avoir des galons comme ça, des pattes de colle, des couleurs, et après vient, là les coloristes ont été d'une patience, mais c'est incroyable parce que là on a un dessinateur par exemple qui était là, lui il va nous faire des crayons noirs. Et par exemple au niveau des képis, on a l'histoire d'un lieutenant-colonel. Alors il faut juste savoir que en fait c'est des bandes blanches et dorées qui sont en termes d'intermédiaire. La coloriste elle a recommencé 3 fois. L'idée, c'est qu'on apporte aussi de la documentation. Ils ont été d'une patience incroyable parce qu'on ne pouvait pas laisser passer certaines choses. Il y aura forcément des choses qui seront à discussion avec des experts ou des choses comme ça. Mais cette bande dessinée, au point de vue véracité historique, on va être très, 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 très proche de la réalité. Et c'est là où, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Sur cette période, avec autant les zouaves, la brigade marocaine, l'armée, en fait, il ne s'est pas fait grand-chose d'équivalent, même au niveau national. Sur la bataille de la Marne, on est vraiment sur, on le disait, sur une époque napoléonienne pratiquement. Et en termes d'uniformologie, là, on est quand même à un niveau assez expert. Et pour finir par rapport à ça, c'est vrai que, en fonction, là je parle en tant que scénariste, je travaille avec différents dessinateurs. C'est que, alors Stéphane D'Agosto, on a fait 11 bouquins ensemble, donc on se connaît par cœur, les choses, ça facilite, quand on échange, moi je sais comment il travaille, donc quand je vais découper une histoire, je sais, Stéphane, ce qu'il va dessiner, comment il va faire, etc., comment il va aborder, donc
moi, voilà, c'est assez confort pour moi. Après, les deux autres dessinateurs avec qui j'ai travaillé, je ne connaissais pas. J'ai découvert voilà, en faisant la BD, en découpant. Donc avec Vinoc, voilà, il a une façon de travailler. Donc j'ai découvert. Moi, je me suis adapté. Bon, voilà. Et puis avec Francis Carin sur la 3e histoire, j'ai pu faire. Pareil, c'est aussi une autre manière de travailler. Donc ça, c'était intéressant aussi de travailler de différentes manières. Mais après, bon, des fois, dans la gestion, moi, des fois, il peut y avoir des petites complications. Des fois, il y a des histoires de timing aussi. C'est vrai que comme on avait de la documentation plus pointue, de plus en plus pointue qui arrivait, et comme tu disais, des fois de rectifier des petites choses pour que ce soit le plus proche de la réalité, comme tu disais, possible. Donc voilà, mais ça c'est dans la BD historique, en fait, on est confronté ça en permanence. C'est-à-dire que moi, Philippe, il était obligé de me dire, Jean-Christophe, il dit, t'inquiète pas, il fait, toi, quand je t'envoie la page, tu la grossis à l'écran, mais quand ça sera imprimé, on ne verra pas forcément. Voilà, il y a plein de petits détails que moi j'ai découvert. J'ai dit, non, là, il manque un petit galon, mais ça ne se verra pas, parce qu'en fait, ça sera grand comme ça dans la bande dessinée. Voilà, il y avait plein de choses. Et puis là, il faut être assez réaliste sur le fait qu'on sait qu'il y a des gens qui nous reprocheront parce qu'il manque, comme tu dis, un truc, etc. Bon, ok, c'est comme ça. Mais là, le but aussi, c'est de faire découvrir à un grand nombre de lecteurs, de jeunes lecteurs, de ce que c'est que ce qui s'est passé, la bataille de Lourdes. Et c'est vraiment, moi je dirais, plus ce lectorat qui est visé que les purs spécialistes, parce que bon, ça va les intéresser, etc. Mais on sait que là, on peut se prendre un petit peu des charges. Moi, je l'ai connu. Voilà, j'ai fait pas mal de bouquins sur la Seconde Guerre mondiale, voilà, des remarques, parce qu'à un moment, je dis, mais moi, je ne suis pas historien, je n'écris pas un livre d'histoire, j'écris une bande dessinée. Donc, je raconte des histoires. J'essaye d'être au plus proche de la réalité, d'être cohérent, de ne pas faire de grosses bourdes, de ne pas raconter n'importe quoi, mais à un moment donné, je ne suis pas historien, je n'ai pas vocation à écrire un livre d'histoire. Donc, il y a des choses des remarques, ça va arriver. J'ai toujours cette anecdote-là sur l'histoire d'un paquet de cigarettes que je raconte tout le temps avec Stéphane D'Agosto. On a fait un bouquin sur la Seconde Guerre mondiale, et à l'époque il fumait, il avait dessiné un paquet de Lucky Strike. Donc Lucky Strike, c'est le logo rouge. Voilà, il était connu comme ça. Lui, il avait dessiné comme ça. Et il y a une personne qui me dit, ah, votre BD c'est génial, etc. Il dit, par contre, là, page 36, case 1, le paquet Lucky Strike, c'est pas possible. Ah bon ? Oui, parce qu'ils étaient verts jusqu'en 1942. Et nous, à 1 ou 2 mois près, ça changeait de couleur. Voilà. Bon. Moi, perso, c'était rigolo, c'est l'anecdote, mais bon, c'est pas pour ça que je fais de la BD. Par contre, on a un cahier des charges qu'on a respecté au maximum. Et bon, je pense qu'on n'a pas fait trop de bourdes. Enfin, là, c'était validé. Mais il y a eu des choix. Il y a eu des choix aussi. Il y a eu des choix. Mais des fois, c'est un peu compliqué des fois à satisfaire tout le monde en fait. Et nous, on est des raconteurs d'histoire. Enfin, c'est un peu ce qu'on aime faire. Et puis, des fois, voilà, on peut être un petit peu à côté du truc, mais on reste quand même assez proche de la réalité au maximum de toute façon. Et messieurs, dames, y a-t-il une dernière question? Non. Eh bien, écoutez, je vous remercie d'être venu pour cette présentation. Merci. Allez voir les auteurs qui vous attendent pour des dédicaces là-haut. Souscription et... C'est ça.